Dernière vidéo de cette série consistant à répondre à la question: Marx est-il responsable des goulags? Ou alors la pensée marxiste et l'évolution qui s'en est suivie est-elle responsable des goulags et des atrocités qu'on a vu se déployer dans les magnifiques expériences de socialisme autoritaire? Spoiler alert, oui, je vous l'avais dit dans la première vidéo de cette série, il me semble, pour moi, le marxisme, l'évolution de la pensée de Marx est directement responsable des goulags, des privations de liberté, de la censure, de toutes les atrocités qu'on a vu se déployer dans les pays socialistes autoritaires durant la guerre froide. Je vais expliquer ce qui me mène à penser que la réponse à cette question est oui, mais vous ne pourrez pas comprendre mon propos si vous n'avez pas vu les 3 vidéos précédentes. Je vous les mets, normalement ça sera en haut à droite. Donc avec ce que j'ai déjà dit, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai tenté de démontrer dans les vidéos d'avant, je vais répondre à cette fameuse question. Pour moi, il faut laisser tomber le marxisme. Il faut laisser tomber le marxisme en tant que système de pensée, en tant que système nous permettant de comprendre l'histoire, la société et surtout l'économie. Et je vais vous expliquer les raisons de ma pensée. Donc, le premier argument que je vais déployer pour vous expliquer que le marxisme, c'est un artefact du passé qu'il faut laisser tomber, c'est que le marxisme mène à l'impossibilité de faire nation. Alors selon moi, et je pense qu'il n'y a pas que moi qui pense ça, je pense que c'est un fait objectif, c'est que la seule réalité en politique, c'est l'existence de nations. Une nation, c'est un groupe de gens regroupés au sein d'un pays, donc par des frontières, partageant une langue, des mêmes valeurs, un passé commun et un futur commun, sous l'égide d'un État souverain. Un État souverain, c'est-à-dire un État qui peut faire absolument tout ce qui lui chante sur son propre territoire et contrôler beaucoup d'aspects de la vie quotidienne. C'est déjà ce que font tous les États, tous les pays dans le monde ont été menés à adopter ce modèle d'État-nation. Donc l'actualité nous le répète tous les jours, le monde est fait de nations qui défendent leurs intérêts, des États-nations, donc des États avec des nations qui défendent leurs propres intérêts. Donc des intérêts qui souvent peuvent être contraires aux intérêts d'autres États-nations, que ce soit des États-nations voisins ou alors des États-nations plus éloignés, mais qui exercent une plus forte pression et une puissance grâce à leur pouvoir militaire, politique, diplomatique et culturel. Donc, je donne pas d'exemple, là c'est simplement de la théorie pour moi. Pour moi, l'existence de nations, c'est un fait objectif. On ne peut pas, je vais y revenir plus tard, mais c'est une chose à laquelle on ne peut pas déroger si on veut comprendre le monde actuel. Donc Marx, à l'inverse, pense que la nation, c'est une invention bourgeoise. Et il pense que la seule réalité en politique, c'est l'existence de classes sociales. Pour Marx, la nation, c'est une construction qui n'a aucun sens, puisqu'elle regroupe elle regroupe plusieurs classes sociales qui ont des intérêts divergents. En l'occurrence, pour simplifier, Marx croyant à l'existence de plus de classes sociales que ça, mais pour faire de l'économie, on est obligé de simplifier à mort, donc il a réduit sa pensée aux 2 classes sociales qui s'affrontent dans la lutte des classes de son époque, c'est-à-dire le prolétariat et la bourgeoisie. Pour lui, c'est impossible d'unifier des gens de classes sociales différentes, donc des prolétaires et des bourgeois, puisqu'ils ont fondamentalement des intérêts divergents. Voilà. Ça va peut-être vous choquer, mais je suis tout à fait d'accord avec Marx là-dessus. Je vais y revenir plus tard, sauf que j'estime que les solutions qu'on préconise divergent, mais sinon Marx a vu très très juste. Il faut lire l'idéologie allemande, où il aborde certains aspects de l'idéologie du rapport des citoyens aux politiques, c'est assez intéressant. Même le marxisme a dû se plier à la réalité de la nation. Le marxisme, je vous le rappelle, a une volonté internationaliste. Pour les marxistes, la révolution va être mondiale. Le capitalisme doit s'effondrer de manière mondiale, sinon ça ne pourra pas se faire. Et Marx en avait la certitude. Il a sorti son manifeste du Parti communiste avec Friedrich Engels en 1848, si je ne me trompe pas, et c'était une année de gros bordel, pour rester gentil. Toute l'Europe s'embrasait. Partout, il y avait des révolutions, partout. On remettait en cause la légitimité de l'État, donc de l'État-nation. C'est un des éléments
qui ont mené Marx à se dire qu'il allait y avoir une révolution mondiale. Une révolution mondiale contre le capitalisme, contre la bourgeoisie. Ensuite, la pensée marxiste a considérablement divergé, et justement, même la Russie, donc l'URSS, sous Staline, a dû se plier à la réalité de l'existence des États-nations, notamment avec le fameux discours de Staline, en 25 il me semble, l'idée de socialisme dans un seul pays. C'est-à-dire, on abandonne l'idée d'internationalisme. D'abord, on se concentre sur le socialisme en URSS, et ensuite, la révolution se fera petit à petit, mais il faut quand même soutenir des groupes révolutionnaires locaux. Voilà. Lénine était profondément internationaliste, il adhérait à l'idée marxienne selon laquelle la révolution allait se faire dans tous les pays, transcender l'idée d'État-nation, sauf que, malheureusement, l'existence d'États-nations et des gens qui partagent des mêmes valeurs et une langue, malheureusement, même le marxisme a dû se plier à cette réalité-là. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, mais on peut aussi remonter à ce qu'on voyait durant la guerre froide. Alors, j'ai plusieurs exemples. Je pense que Lénine était le seul dirigeant socialiste autoritaire de cette période-là, donc du XXe siècle, qui croyait sincèrement en l'idée d'internationalisme, puisque les autres dirigeants, ils ont abandonné l'idée très vite. Staline, dès qu'il a débarqué, il a dit non, juste la Russie, quelques états tampons pour nous protéger des Occidentaux, c'est tout. Mais sinon, l'idée d'internationalisme ne peut pas marcher, en tout cas dans notre monde actuel qui est fait d'États-nations défendant leurs intérêts. Je prends l'exemple de la Chine par exemple. Le cas de la Chine, donc comment la Chine a appréhendé le communisme, est assez fascinant, puisque je ne pense pas qu'avec nos yeux d'occidentaux on puisse comprendre le phénomène maoïste. Donc le maoïsme s'est déployé de manière assez particulière et il se teintait d'une certaine forme de nationalisme. La Chine n'a pas vraiment eu vocation à s'étendre partout dans le monde, à étendre la révolution, etc. En tout cas, si l'idée existait, elle ne s'est pas accompagnée des manifestations qu'on aurait pu attendre. Cuba, c'est la même chose. Cuba, je pense qu'à l'époque de la révolution à Cuba, si tu débarquais en parlant, sans parler espagnol, on allait te demander de bien gentiment aller te faire foutre. Excusez mon anglais. Le seul pays socialiste autoritaire communiste, même si le mot ne s'y prête pas, un pays communiste, c'est un oxymore, ça n'existe pas. Le seul état socialiste autoritaire qui existe actuellement, c'est-à-dire la Corée du Nord, vous croyez vraiment qu'ils ont une ambition de s'étendre à l'international? Non. S'ils ont une ambition vis-à-vis des pays, des autres pays, cette ambition, c'est purement de les détruire avec l'arme nucléaire. Voilà. Mais ce n'était pas le cas à l'époque de Marx, puisque à l'époque de Marx, je vous l'ai brièvement expliqué, l'État-nation n'était pas assez ancré. Je prends l'exemple par exemple, des fois je raconte de la merde, l'exemple du Royaume-Uni qui a très longtemps eu une grosse difficulté à maintenir tous ces groupes, donc les Écossais, les Gallois, les Irlandais, etc., à les maintenir sous le joug de la couronne. Donc on a aussi peut-être un exemple plus récent, pendant la Première Guerre mondiale en France, donc les bataillons de Bretons qui se sont sacrifiés, qui sont morts dans les tranchées. La Bretagne est la région qui a proportionnellement sacrifié le plus de ses hommes, puisque ces gens-là ne parlaient pas un mot de français et ils ne pouvaient pas comprendre les ordres de leurs officiers, donc ils crevaient. Un autre exemple, celui de l'Italie. L'unification de l'Italie, je pense que c'est en 1856, et à l'époque, l'italien standard, c'est-à-dire dérivé du toscan, était parlé par 3% de la population seulement, à ce moment-là. Donc c'est très difficile de se dire que c'est un État-nation unifié. Et il y a beaucoup d'exemples, le 19e siècle, c'était le siècle des États européens qui s'unifiaient, qui fondaient des États souverains. Donc on peut comprendre que Marx ait eu l'impression que l'État-nation allait s'effondrer, vu qu'il n'était pas assez ancré. Même en France, il a fallu attendre entre 1880 et 1914 pour que la République fournisse des efforts conséquents visant à établir une nation française. Par exemple, on a généralisé l'enseignement du français, on a fait en sorte d'anéantir la religion pour la remplacer par la religion de la République. Il y a deux exemples là-dessus, donc forcément la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, mais avant il y avait la loi de 1883, l'école laïque gratuite et obligatoire. C'était la loi qui a
porté un des coups les plus conséquents à la chrétienté en France, puisque les gamins n'étaient plus éduqués par le curé, ils étaient éduqués par le hussard noir, donc le professeur qui était envoyé par la République pour apprendre aux gens à parler français, pour apprendre aux gens que l'Alsace et la Lorraine, la Moselle, que l'Alsace et la Moselle c'était français et qu'ils allaient revenir à la France, que les Allemands c'était des méchants, que la France, que la République c'est la meilleure chose qui soit arrivée à ce pays. Et le prof interdisait aux gamins de parler leur langue régionale et leur patois. Donc c'était à ce moment-là où la République a fourni des efforts pour créer un État-nation. Or, Marx est mort dans les années 1870, il me semble, si je ne me trompe pas. Il n'a pas pu constater les évolutions qui sont arrivées après sa mort, c'est-à-dire l'État-nation qui s'ancre beaucoup plus que ça. Aujourd'hui en France, tout le monde parle français. Les seules régions où il y a une certaine forme de séparatisme pacifique ou de régionalisme, il y a forcément la Bretagne, où on estime qu'il y a 20% des gens qui comprennent le breton. Il y a le sud, bien sûr, avec l'occitan. Il y a les langues régionales qui commencent un peu à réapparaître, mais c'était très loin d'être évident vu que ça fait des décennies que tout le monde parle français, que tout le monde a ce sentiment d'appartenir à la nation qui est la France. Mais à l'époque de Marx, ce n'était pas le cas. Je sais que c'est très difficile à concevoir, mais dites-vous qu'il y a 70 ans, t'avais très peu de chances, si tu te baladais d'une province à l'autre du pays, t'avais très peu de chances d'être compris par les populations locales, vu qu'on ne parlait pas la même langue. Et la langue, c'est un élément très conséquent dans la vie d'un pays, puisque ça permet de faire nation. Les gens n'avaient pas les mêmes symboles, ils n'avaient pas les mêmes cultures. Dites-vous qu'en 1914, preuve à l'appui, les gens considéraient que le mec qui arrivait du village à côté était un étranger. La République a mis beaucoup de temps pour faire comprendre aux gens qu'ils faisaient partie d'une même nation. Or, donc je vais m'arrêter là concernant la nation. Marx n'a pas pu voir venir ces changements, ces nouvelles dynamiques vis-à-vis de l'État. Donc, le problème avec le marxisme, c'est qu'il mène à une société en guerre. Le marxisme essaie de faire croire aux gens que dans un État, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ce qui est vrai, j'insiste encore là-dessus, c'est vrai, les classes sociales existent, mais pour le marxisme, la solution, c'est la révolution, c'est la dictature du prolétariat, c'est tout ce qu'on a vu dans le déploiement du communisme pendant la guerre froide. Donc il n'y a aucune manière d'y arriver autrement. Le marxisme, Marx a très très peu écrit et réfléchi à la manière de passer du capitalisme au communisme. D'ailleurs, il utilise de manière interchangeable les mots socialisme et communisme. Pareil pour Engels, il a fallu attendre Lénine, donc plusieurs décennies plus tard, pour qu'on ait une théorisation concrète du passage du capitalisme au socialisme et ensuite le communisme. Il a fallu attendre beaucoup de temps et Lénine a théorisé ça et il a tenté de le mettre en pratique, mais il s'est rendu compte que la Russie de l'époque, en 1917, ne correspondait pas exactement au schéma que Marx avait prédit. Voilà. Donc pour moi le marxisme, ce que décrit Lénine, mais pas que, même Trotsky, Rosa Luxembourg et j'en passe, pour eux, ceux qu'ils décrivent, ils partent du principe que tout le monde sera d'accord. Alors que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a toujours vu, à part peut-être en 1936, ceux qui prétendent représenter les travailleurs, c'est-à-dire la gauche, est tout le temps extrêmement divisée. Aujourd'hui, avec les élections, sans vouloir rentrer dans l'actualité de manière un peu débile et hors sujet, les partis de gauche sont extrêmement divisés et ils sont capables de se diviser pour un rien. Ce n'est pas exactement le cas des partis de droite, vu que les partis de droite n'ont pas le sentiment de faire partie des gentils dans l'histoire, alors que la gauche, oui, la gauche est convaincue d'avoir la moralité de son côté, et dès que tu as la moralité de ton côté, il suffit d'un rien pour provoquer une scission. Lénine a essayé de théoriser le fait de mettre tout le monde d'accord. Et par mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire tout le monde va fermer sa gueule, tout le monde va suivre. C'est la fameuse théorie d'avant-garde. Tout le monde va suivre, tout le monde va fermer sa gueule. Ceux qui sont pas contents, les nuisibles, on les extermine. Voilà. Je vais revenir plus tard
concernant le recours immanquable à la force. Donc, pour moi, la solution, je vous le disais, il y a des classes sociales qui ont des intérêts divergents, mais pour moi, la solution, c'est de pacifier ces rapports de classe. Et historiquement, c'est ce qui a le plus marché. Essayer de pacifier les rapports de classe, c'est ce qui a permis de sortir des gens de la pauvreté. Alors qu'en général, quand on fait la révolution, c'est plutôt l'inverse qui se passe. On a peut-être l'exemple de l'URSS qui a vu un essor industriel assez conséquent, mais ça s'est fait après des périodes de famine, des périodes de purge. Et ça s'est fait surtout dans le cadre d'une économie de guerre qui ne pouvait pas tenir, ce qui fait que c'est une des raisons qui explique que l'URSS s'est effondrée en 91. Mais à part ça, en général, les pays qui tentent de faire la révolution et d'instaurer le communisme, au niveau de l'économie, ils se cassent la gueule et au final, c'est les plus pauvres qui en pâtissent le plus. Donc, il faut pacifier ces rapports de classe et ça a marché. Je vous donne quelques exemples. Donc, pour finir sur l'idée de nation, oui, la nation est une construction sociale. Ça n'a aucun sens. On s'y penche quelques minutes, on se rend compte que l'idée de rassembler tout le monde dans un territoire et de leur expliquer qu'ils font partie d'un même groupe, c'était très loin d'être évident, parce que c'est débile. Ça n'a aucune réalité objective. Surtout à l'époque où les gens parlaient pas du tout la même langue d'une province à l'autre, mais c'est une construction sociale qui a marché. Aujourd'hui, il n'y a pas un État qui ne se base pas sur le modèle d'État-nation. Pas un. Si vous arrivez à en trouver un, s'il vous plaît, donnez-moi l'exemple, parce que j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Tous les États se sont pliés à ce modèle d'État-nation. Donc c'est quelque chose, c'est une construction sociale, c'était de la pure théorie, en partie issue des Lumières, mais ça a marché. Donc il faut qu'on réussisse à garder ce modèle d'État-nation et d'essayer de pacifier les rapports de classe et de ne pas passer par la révolution, vu qu'on a vu ce qui se passe dans les révolutions, c'est bon, on a des exemples, on sait ce qui se passe. Si t'as envie de ça, c'est que t'as des problèmes. Alors, d'ailleurs, en guise d'exemple, l'idée d'État-nation, aujourd'hui, c'est qui la porte réellement en politique dans les scrutins ? C'est les classes populaires. C'est les classes populaires qui vont aller voter pour des candidats souverainistes, comme Dupont-Aignan par exemple, et des candidats nationalistes, par exemple Zemmour ou Le Pen. C'est les classes populaires qui vont monter de Zemmour un peu moins, vu que le mec il est quand même plus conservateur libéral, alors que Le Pen, économiquement, ils sont plutôt marqués à gauche. Donc cette idée de nation est appropriée par les travailleurs, et l'idée d'internationalisme, c'est plutôt quelque chose qui est de l'apanage de la bourgeoisie, avec par exemple l'Union européenne. Aujourd'hui, vous pouvez, c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis, mais le parti pour lequel les classes populaires ont le plus voté, c'était le Rassemblement national. Donc pas de jugement de valeur, je n'en ai pas grand chose à foutre en fait, je vous dis pas quoi penser, je vous fais état des situations électorales qui existent en France actuellement. Donc pacifier les rapports de classe, je vous donne un exemple, c'était la politique de la France après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing. S'il y avait un moment dans l'histoire de notre pays où les gens étaient susceptibles de se révolter pour faire une révolte communiste, une révolution, c'était bien après 1946. Le Parti communiste était à son âge d'or. Il était extrêmement populaire, vu qu'il avait la figure de la résistance avec lui. Les communistes se sont vantés de s'être énormément impliqués dans la résistance contre l'occupant allemand. Et en plus, l'extrême droite était décrédibilisée, puisque beaucoup d'entre eux avaient collaboré. Je pense à Charles Maurras, par exemple. Beaucoup d'entre eux avaient collaboré. Et ce que je suis en train de vous décrire, c'est totalement faux. Les communistes ont cette fâcheuse tendance à essayer de récupérer des moments de l'histoire, comme par exemple la Commune de Paris. Je vois pas pourquoi la Commune de Paris aujourd'hui est fêtée par la gauche alors que c'était un moment de nationalisme. Donc c'est faux, il y a des royalistes qui ont résisté, il y a des radicaux qui ont résisté, voilà, c'était pas uniquement des communistes, mais c'est vrai que les communistes à l'époque jouissaient de ce prestige-là. Juste avant l'occupation, il y avait le Front Populaire qui était un des grands moments de victoire et d'union de la gauche en France. La gauche, le communisme, les révolutionnaires jouissaient d'un aura dont ils ne jouiront plus jamais
par la suite. Donc, c'était, selon moi, et bien sûr, le pays était complètement en ruine, l'économie n'existait plus, l'infrastructure était réduite à néant, la classe politique, ce que vous voulez, c'était du grand n'importe quoi. On a vu l'instabilité qui s'en est suivie avec De Gaulle qui ferme la porte à la politique. C'était un grand bazar, mais la France s'est redressée et a pu sortir de la merde, excusez mon anglais encore une fois, a pu sortir de la merde, pas par la révolution ou par la rue ou je ne sais quoi, non, c'était avec l'État stratège. Donc beaucoup de gens me demandent ce que je pense au niveau de l'économie, quelle est ma doctrine. Moi, écoutez, je n'en ai rien à foutre des doctrines économiques. L'économie, on ne résout pas des problèmes économiques avec de la doctrine et de la théorie économique, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne, les banques centrales en général n'embauchent pas d'économistes, à part des spécialistes de domaines bien précis, et là on va parler d'économétrie, de microéconomie, de phénomènes qui ont été étudiés et dont les institutions ont besoin de l'expertise. Mais sinon, ils embauchent très peu d'économistes, c'est surtout des ingénieurs, des mathématiciens, des statisticiens et des gens qui savent se servir d'outils informatiques. Je pense que la théorie économique, on s'en fiche, vu que la théorie économique permet d'observer des phénomènes et d'expliquer certains phénomènes, mais je ne pense pas qu'elle puisse être normative, je ne pense pas qu'elle puisse expliquer ce qu'il faut faire. En tout cas, si c'est une prétention de la discipline, on peut remarquer son échec. On a essayé le libéralisme à partir des années 80 en France, ça n'a pas marché. On a essayé une politique plus de gauche redistributive et keynésienne sous Mitterrand, ça n'a pas marché. Donc pour moi, une des solutions, c'est la finalité. La finalité, je suis assez mercantile là-dessus, pour moi la finalité c'est que l'économie doit permettre de créer des emplois, de créer de la richesse sur le sol français. Donc après la Seconde Guerre mondiale, l'État s'est accaparé un rôle de stratège et de planificateur. C'était un État qui fixait des objectifs en termes d'emploi, d'industrie, de création de richesse, de plein de facteurs. Donc l'INSEE a été créé en 1945 justement pour ça, vu que l'État stratège veut mesurer le plus possible. Et l'État s'occupe de réindustrialiser et de reconstruire le pays. Et réindustrialiser, c'est le mot qu'il faut retenir de ce que je pense en termes d'économie. Aujourd'hui, je prends le cas de la France, vu que c'est le cas que je connais le plus, il y a eu une désindustrialisation massive qui a conduit à énormément de chômage et qui a conduit à la situation où on ne peut plus créer de richesse aujourd'hui en France. Alors que après la Seconde Guerre mondiale, au contraire, c'était un État qui mobilisait son budget, qui mobilisait ses fonds, qui fixait des objectifs et qui disait on va faire tel chiffre là-dedans, on va développer tel secteur. Et ce n'était pas une planification comme celle de l'URSS qui consistait à tout nationaliser et fixer des objectifs. On a vu les résultats. Famine sur famine sur famine, ce n'est pas comme ça que ça marche, donc le secteur privé et le secteur public doivent être dans une relation de quasi-symbiose. L'un ne peut exister sans l'autre et les deux retirent des bénéfices l'un de l'autre. Donc c'est ça ma vision de l'économie. C'est pour ça que je ne suis ni libéral, ni socialiste, ni étatiste, ni que sais-je. Pour moi, ce qui importe, c'est la finalité. Sinon, je me retrouve comme les bureaucrates de l'Union européenne qui nous expliquent que la liberté d'entreprendre, que la liberté de circulation des marchandises d'un pays à l'autre qui conduit à délocaliser, en fait, c'est bien parce que le principe, c'est ça. Le principe, c'est la liberté. On n'en a rien à foutre des principes en économie. En économie, ce qui compte, c'est la finalité, création de richesse, industrie, vu que l'industrie est créatrice de forte valeur ajoutée, ce qui permet de faire du chiffre, alors qu'en France, on est surtout une économie de services. Voilà. C'est la finalité. Qu'importe comment on y arrive, du moment bien sûr qu'on ne passe pas son temps à nationaliser et à mentir sur les chiffres, mais je ne pense pas qu'on en soit là en France. Ça a également été le cas sous le Second Empire. Le Second Empire, pour moi, donc Napoléon III, selon moi, c'est, malgré ses défauts, c'est un des dirigeants les plus sous-estimés de la France. On voit à travers ses écrits, à travers ses lettres et les témoignages de gens qui ont eu la chance de discuter avec lui, on voit que c'est quelqu'un qui se préoccupait énormément du sort des plus pauvres. Il savait très bien que pour faire ça, il fallait que l'État se mette à agir dans l'économie et à fixer des objectifs. Napoléon III, c'est assez simple, il faisait ça. Il a comment dire,
il a contribué déjà à la reconstruction de Paris, il a mis en place plein de chantiers, il a mis en place des usines, des ateliers, il a contribué à l'essor industriel de la France. Et pour faire ça, il utilisait l'argent, vu que l'État à l'époque n'avait pas autant d'argent qu'aujourd'hui, il utilisait des capitaux privés et des entreprises. Donc typiquement pour les chemins de fer, il faisait appel à des sociétés de chemin de fer privées. Donc c'est pas quelque chose que je recommande aujourd'hui, vu que les chemins de fer, vu l'état de l'économie actuelle en France, doivent rester publics, pardon. Mais à l'époque, c'est ce genre d'exemple. On utilise des sociétés privées pour permettre le développement du pays avec un État qui fixe des objectifs. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est impossible dans l'Union européenne. C'est impossible vu que ça nécessite de mobiliser du budget et de privilégier ces entreprises à soi. Et c'est impossible de faire ça dans l'Union européenne vu que c'est littéralement interdit dans les traités. Et en plus, la France ne peut pas imprimer son propre argent. Ce qui est une aberration. Une aberration sur le plan économique, vu que là, c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne en l'occurrence. C'est une grosse aberration puisque tout se fait avec le budget de l'État en fait. Donc l'Union européenne et le néolibéralisme, donc paradoxalement, conduisent à un retour de la lutte des classes, vu que avec tout ce que la France en a pâti à cause de l'Union européenne, donc tout ce qu'on a été mené à faire a conduit à de la désindustrialisation, des délocalisations massives d'entreprises, des gros mouvements de capitaux qui étaient en défaveur de l'intérêt national. Donc à terme, une augmentation du chômage, des inégalités, et surtout une impossibilité d'entreprendre. Dites-vous que l'Union européenne ne fait rien pour encourager l'entrepreneuriat, pour encourager les gens à lancer leurs propres entreprises, vu qu'ils mettent à chaque fois des normes sur normes obligatoires pour prétendre opérer une activité économique sur le sol européen, ce qui fait que les plus démunis, les entreprises qui ont le moins de moyens, finissent par être pénalisées par ces conneries. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les normes. Il y a aussi le fait que en France, par exemple, c'est interdit de choisir de choisir les entreprises avec lesquelles l'État va collaborer. Il est interdit de faire de la préférence nationale, ce qui fait que ça défavorise énormément l'économie française, qui est en majorité constituée de très petites entreprises et de start-up. Alors, l'Union européenne et le néolibéralisme conduisent à un retour de la lutte des classes, ce qui est assez paradoxal vu qu'on nous avait prédit le contraire, on nous avait promis le contraire. Pour moi, il faut arrêter avec ces conneries de tout ce que l'Union européenne nous dicte. En termes d'économie, ça ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, t'arrêtes de le faire, sinon c'est con. Or là, on continue sur notre lancée parce que la France est le seul pays en Europe qui croit encore à une Europe unie, alors que tous les autres pays, surtout l'Allemagne, ont compris qu'il fallait utiliser l'Union européenne pour favoriser ses propres intérêts. Donc voilà, après cette parenthèse nécessaire vis-à-vis de l'Union européenne, on revient sur le marxisme. Donc pour moi, le meilleur moyen de favoriser les plus pauvres, de faire en sorte de rétablir un semblant de justice, vu que l'égalité parfaite, on n'y arrivera jamais, malheureusement. Le meilleur moyen de faire en sorte que les pauvres n'aient plus à en pâtir et d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'égalité, c'est un État stratège qui fixe des objectifs pour avoir moins de chômage, pour avoir de l'emploi, concrètement créer de la richesse et sortir les gens de la pauvreté. Un autre problème majeur du marxisme, selon moi, c'est il mène un recours immanquable à la force avec la conviction de faire le bien. Il y a quelque chose qu'on observe, c'est que tous les pays ont commis des atrocités, on va dire, à échelle variable, mais dans le cas des États communistes, c'était plus ou moins systématique. Un État devenait communiste et hop, privation de liberté, on envoie des gens en prison, on établit une règle de crime de la pensée, voilà. J'ai pas d'exemple d'État communiste qui n'ait pas eu recours à de telles abominations. Si vous en avez, la zone commentaire est à vous. Mais sinon, moi, j'estime, vu que la majorité des États socialistes ont été abominables envers leur population et les ont beaucoup plus opprimés que la fameuse méchante bourgeoisie, j'estime que la mise en place du communisme mène à de très fortes chances de mener à des atrocités. Et l'explication est assez simple, ça rejoint ce que disait Solzhenitsyn dans son livre L'archipel du Goulag, que je vous enjoins à lire, c'est une excellente lecture. Les dirigeants communistes avaient la conviction de faire le bien. Donc
on a tendance à penser que le mal, sémantiquement, c'est l'ennemi du bien. Non, c'est le bien qui est l'ennemi du bien. Quand tu es convaincu de faire le bien, tu es convaincu d'être du bon côté de l'histoire, tu es capable des pires atrocités. Tu es capable des pires atrocités parce que tu as une justification. Tu deviens plus machiavélien que Machiavel. Pour toi, la fin justifie les moyens. Il faut arriver à cette utopie, donc tu y crois, tu crois que qu'on va arriver à cette utopie communiste, donc une société sans État, sans oppression, où chacun est rétribué en fonction de ses besoins et de ses capacités, comme le préconise le fameux adage de Marx. Donc tu y crois, c'est une espèce de paradis sur Terre que tu imagines que ça sera réellement le paradis, et si tu empêches toute l'humanité d'accéder au paradis, ça veut dire que tu es méchant, donc ça veut dire qu'il faut absolument te combattre. C'est ce qui mène, selon moi, c'est ce qui a mené les dirigeants communistes à être les pires des connards, et à emprisonner des innocents, à empêcher plein de libertés qui sont fondamentales pour fonder une société au sein d'un État qui arrive à tenir. Encore une fois, le fait que nos sociétés arrivent à tenir, pour moi, ça relève du miracle plus qu'autre chose. Pour revenir à la théorie de Marx, Marx estime que la bourgeoisie se sert de l'idéologie pour asservir le prolétariat, pour justifier sa domination. Donc, à mon sens, c'est l'outil parfait pour la censure et l'extermination de toute opposition. Et l'histoire, j'ai de la peine à l'admettre, mais l'histoire ne dit pas que j'ai tort. Visiblement, quand on observe les expériences socialistes en général, la justification de crimes de la pensée, c'est-à-dire que tu penses mal, que tu fais partie des méchants, que tu fais partie des fascistes, est suffisante pour t'envoyer au goulag, t'envoyer souvent à l'exécution. Je ne sais pas si les goulags ont été faits pour tuer, je ne suis pas d'accord avec Solzhenitsyn là-dessus, mais Solzhenitsyn pense qu'effectivement ils ont été là pour tuer, ils ont été mis en place pour exterminer. Je ne suis pas d'accord, mais je pense qu'il y avait au moins une demi-volonté de faire en sorte que peu de gars sortent des goulags vivants. Après une révolution, d'ailleurs, c'est un fait assez intéressant, on s'attaque autant à nos ennemis, donc à la bourgeoisie, qu'à nos alliés. Vous prenez n'importe quelle révolution, surtout là, voilà, quand j'y pense, ça me fout dans un état. La révolution des Khmers rouges au Cambodge, où il y a un tiers de la population qui a été décimée. En Chine, tout le monde était pro-Mao, mais les gens se faisaient exécuter pour un oui ou pour un non. En URSS, voilà, Lénine qui a totalement écrasé les Verts, les Noirs, ainsi que les socialistes. Les ruraux n'ont pas de conscience de classe, ils n'ont pas la conscience d'appartenir à une même classe sociale, et surtout la conscience d'avoir des intérêts antagonistes avec les autres classes. L'application de cette fameuse théorie d'avant-garde, finalement, c'est ce qui a justifié le fait d'éradiquer les nuisibles, comme il le disait très bien lui-même. Les nuisibles, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas d'accord avec toi. Et ça peut paraître débile, mais ça m'attriste beaucoup, vu que j'y reviendrai vers la fin, mais je pense que Marx se souciait réellement du sort des plus pauvres, et je ne pense pas que Marx voulait que son idéologie atteignent des proportions aussi rocambolesques pour rester gentils. Donc Lénine a exterminé tous ceux qu'il considérait comme étant nuisibles, donc ceux qui étaient un tout petit peu opposés au projet socialiste ou à la manière avec laquelle il s'est déployé, notamment Léon Trotsky, qui a été qui a été tué par les services secrets de l'URSS, vu qu'il a théorisé une manière d'arriver au communisme qui se détache totalement de la bureaucratie policière de Lénine, puis ensuite de Staline. D'ailleurs, j'estime que le trotskisme, c'est une vaste blague, il faut arrêter, je pense que c'est une idéologie encore plus débile que le marxisme pur. Le trotskisme insiste sur le caractère démocratique et le fait de favoriser le débat dans le projet socialiste qui mènera au communisme plus tard. Déjà il y a ça, et lui considère réellement qu'il faut absolument la révolution partout dans tous les pays pour arriver au projet envisagé par le tonton Karl Marx. J'estime que c'est une vaste blague, vu que Trotsky en gros revient un peu sur ses positions bolcheviques. Donc les bolcheviques suivaient la théorie de Lénine, qui consistait à dire il n'y a pas de débat possible, ce qui est discuté dans le bureau du parti, tous les autres doivent s'y conformer absolument, sinon ça c'était la pensée de Lénine.
il pensait que le communisme, donc ce qui permettrait d'arriver au communisme, c'est de la science. Et le fait de débattre ou d'admettre la possibilité de débat, c'est le fait d'admettre l'opposition à la science. Selon lui, c'est complètement impensable, donc il faut absolument obéir à tout ce qui se décide tout en haut du parti. Trotsky était totalement opposé à ça. Pour lui, au contraire, il faut favoriser la démocratie. Donc c'est très gentil de proposer ça, vu que le mec, c'est pas trop comme s'il avait le choix. Il a totalement été ostracisé du parti, il a été rejeté, il a été en exil jusqu'au moment où Staline lui est tombé dessus. Ils ont réussi à l'abattre. Pour moi, c'est une vaste blague, vu que dans les moments d'instabilité, c'est toujours les plus violents qui gagnent. Toujours. Si tu viens débarquer avec des théories de démocratie, on va être gentil, en fait, on va faire la révolution du prolétariat, mais en étant gentil, en donnant la parole à tout le monde, tu finiras forcément par te faire renverser par quelqu'un qui est plus fort que toi et qui n'admet pas le débat, qui arrive à galvaniser les foules avec un discours qui est plus basé sur l'action que sur la réflexion. C'était exactement le cas des bolcheviks, je le rappelle, et en général de toutes les élites qui ont mené toutes les intelligentsia qui ont mené à des révolutions dans tous les pays qui ont tenté une expérience socialiste. Les plus violents, les plus déterminés, les plus disciplinés arriveront toujours à s'imposer. Et Lénine avait vu juste là-dessus, c'est pas quelque chose qui s'est manifesté de manière spontanée, non, ça a été théorisé. Pour Lénine, il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas de discussion, et c'est ce qui lui a permis de prendre le pouvoir, parce que les autres étaient trop occupés à débattre. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Quand tu observes les grands moments révolutionnaires, ça a toujours été comme ça. Et le recours immanquable à la violence, il se manifeste également, pour revenir à mon propos, il se manifeste également à l'international. Le présupposé, c'est que ça soit fait dans tous les pays. Ça, c'était la réflexion de base de Lénine, mais c'était aussi la réflexion de Marx qui, encore une fois, envisageait sérieusement la fin du capitalisme dans le monde, et tous les signes étaient là pour dire qu'il avait raison. Sauf que les développements de l'État des États-nations en Europe par la suite ont montré qu'il avait largement tort. J'ai déjà dit ça dans, je pense, ma deuxième vidéo. Oui, c'était ma deuxième vidéo. Et ma troisième vidéo, je parle un peu du rôle de l'État, je ne vais pas revenir dessus. Donc l'idée que ça va se faire à l'international, ça suppose que ça soit fait dans tous les pays, et en général, quand ça se fait pas, un petit recours à l'envoi de tanks et de missiles sur la gueule des bourgeois, ça peut pas faire de mal, voilà. Forcément, ça va passer par la force, surtout, comme je vous l'ai dit, tous les travailleurs n'ont pas forcément la même idée de ce que pourrait être cette révolution, donc ceux qui sont pas d'accord avec ton mode d'action, t'es obligé de les ostraciser, le plus souvent de les foutre au bagne ou au goulag, et aussi, ça arrive beaucoup trop souvent, tu les exécutes. Donc on va passer à la dernière dernière partie de cette vidéo, excusez-moi. Que faire de Karl Marx ? Alors, je l'ai déjà dit, pour moi, Karl Marx se souciait réellement du sort des plus pauvres. S'il avait vu comment son idéologie a tourné, il se serait tiré une balle, c'est pas possible. On sent que Marx se souciait réellement des plus pauvres, vu qu'il a mis énormément d'efforts dans le fait de trouver une idéologie au prolétariat. Il était conscient d'une chose, c'est que une révolution n'arrive jamais spontanément, parce que dans ce cas-là, on parle d'une révolte, pas d'une révolution. Une révolte, c'est des gens qui prennent les armes contre le pouvoir en place. Une révolution, c'est des gens qui prennent les armes contre le pouvoir en place, mais qui mènent à un changement total de régime. Un régime qui n'a plus rien à voir avec le régime précédent. Et Marx était conscient que pour faire ça, il fallait une idéologie. On peut prendre l'exemple de la Révolution française, où tout ce qui a mené à l'établissement de la DDHC, du fait de couper la tête au roi, les efforts, les libertés juridiques, civiques, politiques et économiques qui ont été accordées par la suite ont largement été théorisées par Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Adam Smith aussi dans une certaine mesure. C'était les Lumières. Les Lumières, c'était le moment en Occident, en France, mais pas que, le moment en Occident où on a théorisé l'État-nation, avec la séparation des pouvoirs, l'idée de souveraineté nationale qui donne le droit de vote à tous, l'idée d'égalité devant la loi, et la fin des privilèges, la fin des castes, des classes sociales, la déclaration de l'individu comme étant le sujet politique suprême, tout ça, ça a été théorisé.
Donc Marx savait très bien que le prolétariat avait besoin d'une philosophie, d'une doctrine, d'une manière de penser la politique, l'économie, la société, le rapport à l'infini et à l'absolu. Il avait besoin de ça pour que la révolution ne se traduise pas simplement en révolte, mais en véritable révolution qui permette de changer de régime. Donc il a dédié toute sa vie à ça. D'ailleurs, je vais passer par une critique qui est souvent adressée à Marx. On l'accuse de ne jamais avoir travaillé. Alors c'est vrai, Marx n'a jamais fait de travail manuel, mais ça l'intéressait pas. Lui, c'était un intellectuel, c'était un scientifique. Son truc, c'était produire des bouquins, des articles, tout ça. Il ne s'est jamais arrêté d'écrire. C'est vrai qu'il était alcoolique. Il souffrait, le mec qui battait sa femme, c'était le pire père de la planète. Marx, c'était un gros connard, hein, objectivement. Mais je veux qu'on arrête avec cette idée de oh, il a jamais travaillé, il sait pas ce que c'est. Le mec, pour écrire Das Kapital, il a observé la ville dans le monde à l'époque où l'industrie et la division du travail étaient le plus développées, c'est-à-dire Londres, en Angleterre. Un autre point à retenir de Karl Marx, c'est que la bourgeoisie existe. Alors, pas du tout comme il l'avait défini. Pour lui, les bourgeois, c'est ceux qui détenaient les moyens de production. Sauf qu'aujourd'hui, la bourgeoisie, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, la bourgeoisie, c'est cette espèce de classe sociale qui, souvent, ça va être des salariés, mais qui sont très grassement payés. C'est des citadins, très souvent, enfin tout le temps, de gauche. Ils ont cette idéologie-là, l'idéologie de la tolérance, de l'intersection des luttes. Il faut être antisexiste, antiraciste, antitransphobe. Voilà, il faut redoubler d'homélies qui ne veulent absolument rien dire et qui visent simplement à importer en France des conneries qui ont été théorisées dans les États-Unis. Alors oui, je sais que le postmodernisme a été théorisé en France, c'est l'œuvre de Foucault et Derrida, mais ça a été développé dans sa forme actuelle, c'est-à-dire l'intersection des luttes, toutes ces conneries qui ramènent les gens à des caractéristiques biologiques. Ça a été théorisé aux États-Unis et ça vient chez nous, alors qu'en France, on devrait être totalement insensible à ce genre de message, puisque nous, en France, on est plus centré sur l'idée d'union et l'idée de nation. Donc, pour moi, la bourgeoisie, c'est ça. C'est eux qui portent ce message dans les médias, par exemple. Ça me fume que la gauche se sente opprimée. Ils pensent vraiment que la société est contre eux, alors que les médias diffusent rien d'autre que leur message 24 heures sur 24. C'est finalement ce qui a dérivé de mai 68, les fameux enseignements de mai 68 sur la libération sexuelle, l'identité, les revendications post-matérialistes, tout ça, ce genre de conneries. Donc je ne suis pas très fan de mai 68 et je ne m'en suis jamais caché. Pour moi, c'était des gosses de riches, des bourgeois, qui auraient dû plutôt se concentrer sur leurs cours. Mai 68, c'était aussi un moment de mobilisation ouvrière, mais bande de petits cons, les ouvriers en France n'ont pas attendu que des fils de d'université se bougent les miches et jouent au Che Guevara dans la rue pour se soulever. Non, l'histoire syndicale en France n'a pas besoin de cette abomination bourgeoise qu'était mai 68. Une autre idée qu'il faut retenir de Karl Marx, justement, c'est l'idéologie dominante. Il y a tout le temps une idéologie dominante, et je ne crois pas en l'idée de neutralité en politique. Si tu penses être neutre en politique, et si tu penses observer les faits, ce qui se déroule devant toi de manière neutre, non, en réalité, tu ne fais que répéter les propos, les axiomes de l'idéologie dominante. Pour moi, quand je parle d'idéologie dominante, justement, c'est toute l'idéologie de la gauche postmoderne actuelle qui vise à essayer de faire des leçons aux gens, alors que ce qu'ils prônent, c'est des messages abominables d'intolérance, de racialisme, de division qui ne mènent qu'à une société en guerre. Voilà, c'est pas pour rien que beaucoup de gens appellent ces idiots les néo-marxistes. Un autre truc qu'il faut retenir de Karl Marx, c'est le fait qu'il est contestataire. Donc pour moi, toute idéologie, toute autorité doit pouvoir être contestée, sinon elle n'est pas légitime. Et moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai fait ma politisation dans des milieux anarchistes à Toulouse, mais pour moi, toute autorité doit être contestée, et les idéologies contestataires, on doit y porter une certaine attention, même si là, pour le coup, c'est n'importe quoi, et c'est de la merde, vu que les conditions ne sont plus là pour l'émergence d'une révolution telle que Marx l'avait prédit. Mais sinon, je pense que ça peut
permettre au moins de faire émerger chez certains ce petit truc qui te dit ouais non, faut peut-être pas accepter le statu quo. Voilà. Pour moi, il ne faut pas interdire Karl Marx, bien sûr, même si bon, je suis conscient que, enfin, je sais que l'idéologie de Marx a mené à des atrocités sans nom à travers l'histoire, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut l'interdire. Je ne serai jamais, jamais pour l'interdiction d'un livre, à part bien sûr un livre qui dit alors voilà comment tuer des gens et il faut tuer des gens. Non, là dans ce cas-là, c'est un appel ouvert à la violence. Bien sûr que je serai pour la censure de ce bouquin, c'est une question d'intérêt, c'est une question d'ordre et d'intérêt général. Mais non, Marx, il faut juste arrêter de le prendre au sérieux. Pour moi, c'est un artefact d'un temps révolu qui peut être assez utile, vu que Marx et Engels ont beaucoup observé et ont beaucoup écrit de ce qu'ils ont observé. Ça peut être utile pour avoir une espèce d'aperçu de la société industrielle du 19e siècle, mais ça s'arrête là. Je pense l'avoir suffisamment bien démontré à travers cette série de vidéos. Le marxisme ne permet plus d'expliquer le monde actuel. Si je n'ai pas assez de recul et de connaissances en histoire et en histoire des idées économiques pour savoir si le marxisme représente effectivement les sociétés d'avant, peut-être que non, vu que Marx a surtout traîné dans les très grandes villes, Paris, Londres, Bruxelles, et alors que à l'époque, le monde, à part l'Angleterre, l'Europe était à majorité rurale. Peut-être, je n'en sais rien. Dans tous les cas, il faut lire Karl Marx. Si vous avez la patience de lire Le Capital, je vous en félicite. Le Capital, je pense qu'il doit y avoir 100 personnes dans le monde qui l'ont lu, mais ça doit s'arrêter là. C'est un livre très dense, très difficile à lire, c'est clairement une lecture d'été que tu lis à côté d'autres choses. Il faut prendre des notes, je sais pas, c'est un bazar. Mais il ne faut pas interdire des livres comme ça, vu que de toute façon, même si je devenais con et je me disais ouais non il faut censurer Karl Marx, en fait tu ne fais que renforcer sa légitimité et les gens trouveront quand même le moyen de se le procurer et de discuter ses idées. Donc c'était le cas en Russie, en Russie pendant que Lénine faisait ses études, les gens se donnaient des exemplaires du Capital et du Manifeste sous le manteau. C'était une pratique très courante et c'est ce qui a en partie permis le développement de ces idées-là dans l'intelligentsia qui a mené à la révolution. Voilà. Que dire pour conclure? Donc cette vidéo aura été une des plus longues de ma chaîne, mais le format est très différent des autres. Donc les autres c'était des petits trucs de 10-15 minutes, là ça va presque sûrement dépasser 1 heure. Je voulais que ça soit improvisé vu que j'en ai marre de monter des images et des images, ça m'énerve, ça prend trop de temps et je n'ai plus... Faut une certaine créativité pour ça. Et je ne pense pas, je pense que les gens qui se sont abonnés, ils l'ont fait pour voir ma gueule. C'est quand même plus agréable d'avoir quelqu'un qui parle en face de soi que des images qui défilent. Mais je me rappelle même plus pourquoi j'avais choisi ce format, mais c'était pour expérimenter. Je pense que c'était assez cool. Ça m'a permis d'expérimenter autre chose, donc c'est surtout, là, à l'heure actuelle, je vous dis ça en toute franchise, ça m'a permis de réaliser que je ne veux plus jamais faire ce format-là avec juste des images qui défilent et une voix en commentaire. Non, on va reprendre les vidéos face caméra et moi déjà ça me fait énormément de bien de parler à une caméra. Je voulais aussi que ça soit improvisé, alors j'ai des mots, j'ai vraiment des mots-clés là devant les yeux. J'ai une phrase, je vais vous la lire. Chine, Cuba, Corée du Nord, marxisme égale société en guerre, nation égale construction sociale, impossible dans l'UE. Voilà, j'ai que des mots-clés en face de moi, sinon tout le reste est improvisé. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'avaient aucune peine à m'écouter parler pendant des heures. Bon, j'espère que cette vidéo aura été l'occasion de vous montrer que vous avez tort. Je ne sais pas si quelqu'un est arrivé jusqu'au bout. Moi, en général, ce genre de vidéos, je les écoute en allant au travail, en allant à la fac ou simplement en faisant le ménage, vu que je suis incapable de rester plus de 5 minutes dans une vidéo comme ça où c'est juste un gonze qui parle face caméra de manière improvisée. Il y aura du montage bien sûr vu que je suis extrêmement malade sa mère. J'espère que je ne pense pas que ce soit le Covid, mais je suis assez atteint. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez d'autres... si vous êtes vraiment pas d'accord avec ce que je viens de dire, et c'est très possible vu que je raconte vraiment n'importe quoi, il faut pas regarder mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on pourra en discuter. J'essaie de répondre mais je n'ai pas tout le temps le cœur à faire ça.
Et j'ai pas forcément non plus le temps de répondre à tout le monde, il faut vraiment que je me pose et que j'essaie de produire la réponse la plus appropriée, ce qui n'est pas chose facile. Dans tous les cas, merci beaucoup pour vos retours pour vos retours sur mes vidéos d'avant sur le marxisme. Donc ça montre que je ne suis pas le seul à avoir beaucoup réfléchi à ce sujet-là. On en discute, on en débat. Moi en tout cas j'aime beaucoup et j'espère que l'exercice vous plaît tout autant. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et ça ne parlera absolument pas de Marx vu que, bordel, j'en ai marre après 4 vidéos à parler que de Marx. J'aime beaucoup Karl Marx, il est très intéressant, j'adore le 19e siècle, c'est la période de l'histoire que j'aime le plus, mais à un moment, il faut quand même passer à autre chose vu que j'en ai ma claque. Allez, très bonne soirée à tous et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.